Monsieur Kiengwadondo, nous venons d'assister à une longue séance ici au Sénat belge. Et dans quel cadre est-ce que s'inscrit cette rencontre? Mais je crois que le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat m'a invité pour parler un peu de l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba. Et je suis venu m'acquitter de ce devoir agréable. Monsieur le Président du Sénat, vous savez que la plupart des Congolais qui vivent à l'étranger, ils ont arrêté l'horloge de la démocratie le 28 novembre 2011. Et pour eux, depuis ce jour-là, il y a un problème de légitimité. Quel est votre commentaire là-dessus? Vous voyez que le président Kabila veut recréer la cohésion nationale. Donc je suppose que cette cohésion nationale va tourner autour d'un dialogue qui permettra de pouvoir arriver à ces consensus national. Une avant-dernière question, parce qu'il y a une toute dernière. Vous avez été installé au mois de mai 2007. Ça fait déjà plus de 5 ans que vous êtes président, donc il y a eu un léger dépassement. Plus les élections qu'il y a eu, vraiment, est-ce que le problème de légitimité n'est pas un problème qu'on devrait regarder vraiment en profondeur dans notre pays pour résoudre ce qu'on a? C'est pour cela, je crois qu'on est à la recherche de cette cohésion nationale. Bien. Et la toute dernière, c'est par rapport à un sujet belge, le docteur Jean-Paul Kankou, qui a été arrêté le 4 février dernier. Et donc, jusqu'à présent, on ne sait pas le retrouver. Il est belge, mais d'origine congolaise. Est-ce que vous avez des informations à donner à sa famille qui nous harcèle, nous, en tant que médias? Je ne suis pas du domaine de la justice, mais je vais m'enquérir. Ok, merci. Merci. Particulièrement en République démocratique. L'accord cadre engage la République démocratique à continuer et à approfondir la réforme du secteur de sécurité, notamment l'armée et la police. Vous savez que nous avons commencé depuis longtemps la réforme de l'armée et de la police. Nous sommes pas encore au bout de nos peines. À consolider l'autorité de l'État, surtout à l'est du pays, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. À effectuer des progrès dans le domaine de la décentralisation, à promouvoir le développement économique, la réforme structurelle des institutions de l'État, ainsi que les objectifs de réconciliation nationale et de tolérance et de démocratisation. Il engage en outre le président de la République démocratique à mettre en place au sein du gouvernement un mécanisme national de suivi en vue d'accompagner et de superviser la mise en œuvre des engagements souscrits au niveau national pour les réformes envisagées. Aux autres pays de la région, l'accord demande de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Nous en sommes victimes, nous savons l'amplitude de cet engagement. De ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. De respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. De renforcer la coopération régionale. De respecter les préoccupations et intérêts légitimes des États voisins. De ne pas héberger ni fournir une protection quelconque, que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous le régime de sanctions des Nations Unies, et de faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la région. Quant à la communauté internationale, il est dit dans l'accord cadre que le Conseil de sécurité restera saisi de l'importance d'un soutien à la stabilité à long terme de la RDC et de la région des Grands Lacs, et qu'un engagement renouvelé des partenaires bilatéraux a demeuré mobilisé dans leur soutien à la République démocratique du Congo.
Dans le même ordre d'idée, il est demandé à la communauté internationale un engagement renouvelé à travailler à la revitalisation de la communauté économique du pays des Grands Lacs, CPG, et à soutenir son objectif de développement économique et d'intégration régionale. Un mécanisme régional de suivi a été institué impliquant les dirigeants des pays signataires, sauf le Rwanda. Ce mécanisme jouira de bons offices du secrétaire général des Nations Unies, de la présidente de la Commission de l'Union africaine, du président de la Conférence internationale sur la région du Grand Lac, ainsi que le président de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, en leur qualité de garant de l'accord. Il s'agit d'un mécanisme dont la nature n'est pas encore précisée, mais qui viendra en un soutien aux efforts en cours dans la région. À l'heure actuelle, les populations de la région espèrent que ce ne sera pas un accord de trop. Elles attendent donc son application stricte et surtout l'élaboration du plan détaillé annoncé avec indication concrète des critères et mesures appropriées du suivi. Au plan interne, la République démocratique du Congo reste profondément divisée depuis la tenue des élections présidentielles et législatives de novembre 2011, et surtout depuis le lancement par le M23 des activités militaires à l'Est. Au sujet de ces derniers points, le M23 reproche au gouvernement de n'avoir pas respecté l'accord de paix du 23 mars 2009, signé à Goma, entre celui-ci et un précédent groupe armé, le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Plus tard, d'autres revendications de nature politique ont été ajoutées aussi par le M23, dont la remise en cause des élections présidentielles et législatives. Actuellement, le pourparlers qui se déroule à Kampala ont abouti à un premier bilan de l'application du accord de Goma. Celui-ci indique que plus de 75% de points de l'accord ont été exécutés. Le M23 dit c'est moins de 50%. Les questions d'ordre politique, économique et social, cependant, divisent les délégués, ce qui donne l'impression d'un certain enlisement. D'autre part, les récentes dissensions au sein du M23, parce que depuis lors, le président du M23 a été destitué et a créé une haine. M23. Cette division ne facilite pas les choses, puisque, se trouvant devant deux factions rivales, le gouvernement menace de retirer ses délégués à combattre. Le 23 mars 2009, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait effectivement signé un accord de paix avec des groupes armés à l'est du pays, dont CNDP. En résumé, cet accord engageait les deux parties signataires sur au moins 14 points, dont les principaux sont la transformation du CNDP en parti politique et l'intégration de ces éléments de police ainsi que de ces unités armées dans la police nationale congolaise et dans les forces armées, la libération des prisonniers politiques et leur rapatriement dans leur lieu d'origine sur base d'une liste actualisée à fournir par le CNDP. La promulgation d'une loi d'amnistie couvrant la période allant de juin 2003 à la date de la promulgation de la dite loi, en vue de faciliter la réconciliation nationale. Le retour rapide des personnes déplacées et des réfugiés congolais d'expression rwandophone. Jusqu'à présent, ces réfugiés d'expression rwandophone qui se trouvent à Kigali ne sont toujours pas rapatriés, ils sont environ 50-60 000. Le traitement de certaines questions spécifiques, comme par exemple la réinsertion professionnelle des
cadres administratifs ayant adhéré au CNDP. La réhabilitation des députés provinciaux proches du CNDP invalidée. L'exécution de l'arrêt de la Cour suprême de justice en rapport avec les dossiers des chefs coutumiers non cooptés à l'Assemblée provinciale du Nord. Vous voyez qu'on va jusque dans le détail. Parce que les chefs coutumiers cooptés par leur père sont des membres de droit d'une assemblée provinciale. Le rétablissement de l'autorité de l'État dans les territoires de Massis, Rutshuru et Nyiragongo, la restitution des biens spoliés, la prise en charge par le gouvernement des blessés des guerres, orphelins et veuves, des ex-éléments CNDP, la reconnaissance des grades des ex-éléments CNDP au sein de la police nationale et des forces armées. Pour le gouvernement, au moment où le M23 déclenchait les hostilités, plus de la moitié des points de cet accord avaient été essentiels, avaient été entièrement réalisés. Certains étaient en cours de réalisation, tandis que la réalisation d'autres points dépendait soit du CNDP lui-même, soit des États voisins. Quant au CNDP, en revanche, le gouvernement n'a exécuté aucun de ces points, d'où la reprise de la guerre par M23. Il se constate aujourd'hui que les deux parties ont recouru à Kampala, puisqu'ils sont toujours à Kampala, que des progrès ont été réalisés, puisque plus de 75% des points de l'accord ont été acquis. Mesdames et messieurs, toujours en rapport avec la situation interne du pays, le président de la République a annoncé à 2 reprises, à la fin de l'année dernière, une initiative politique allant dans le sens de la cohésion nationale. D'abord, à l'occasion de son message sur l'état de la nation, le 8 décembre dernier, devant le Congrès. Ensuite, à l'occasion du message du Nouvel An. Cette initiative tarde encore à se concrétiser et suscite des commentaires en tous sens au sein de la classe politique. Certains estiment qu'il faut un véritable dialogue national sous la médiation d'un pays voisin. On pense particulièrement à la République démocratique et à la République du Congo, et en face, qui connaît bien les problèmes de son grand voisin, afin de résoudre la crise politique née des élections de novembre 2011 et repartir d'un bon pied. D'autres, au contraire, estiment que l'initiative politique annoncée par le président de la République ne peut être qu'une simple concertation nationale dans le but de recréer la cohésion nationale mise à mal par les guerres récurrentes à l'Est. Dans cette polémique, la classe politique semble une fois de plus se tirer dans des mots qui n'ont pas de résonance politique. Au plan du gouvernement et de la bonne gouvernance, le gouvernement Matata est engagé dans un ambitieux programme d'éveil économique national. Le Premier ministre est venu dernièrement en faire part au Sénat. Ce programme vise à faire de la République démocratique du Congo d'ici à l'horizon 2030 un pays émergent. À court terme, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la mandature actuelle, le gouvernement vise à porter le budget de l'État de 7 milliards actuellement à 14 milliards en 2016. Dans le train des mesures annoncées, on note notamment la relance de l'agriculture qui redevient priorité des priorités avec un fonds de départ de 23 millions de dollars. La réunification routière nationale visant à relier toutes les provinces du pays avec un fonds de départ de 4 millions de dollars. L'acquisition de locomotives pour la Société nationale de chemin de fer, l'amélioration du transport routier et fluvial, avec l'idée d'acquérir un char automobile pour le transport urbain et de relancer certaines unités navigables sur le fleuve. La constitution d'un fonds spécial de 22 millions de dollars américains pour
pour l'amélioration de l'éducation, la construction d'un nouvel aéroport international à Kinshasa, la bancarisation de la paie et du personnel de l'État, la relance des activités de la Société financière de développement solidaire avec des capitaux neufs de 10 millions de dollars, l'allocation mensuelle d'un fonds spécial au profit des 2 sociétés nationales de distribution d'eau et de l'électricité en vue d'améliorer leur taux de dessert. Le Premier ministre tient beaucoup à l'opération de la bancarisation de la paie du personnel. Il est en train d'identifier l'ensemble du personnel, y compris l'armée et la police, grâce à la carte d'identité biométrique. Et depuis lors, il faut dire qu'il a réduit certains coulages au niveau du paiement de l'armée et de la police. Donc, à réaliser des économies réelles. Pour la réalisation de son ambitieux programme, le gouvernement espère signer un nouveau programme formel avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Oui, ce programme a été interrompu en décembre parce que la GECAMIN n'a pas publié un des contrats, alors que les exigences dans le rapport avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, tous les contrats doivent être rendus. Actuellement, une délégation du Fonds monétaire international séjourne à Kinshasa du 5 au 9 mars en vue de pourparler pour la reprise de ce programme. Entre-temps, la situation sociale de la population ne s'améliore pas. Il y a évidemment un taux de croissance de 7, voire 8%, mais la pauvreté est toujours omniprésente. On considère qu'il faut un taux de croissance de 10 à 12% d'une façon cumulative pour qu'il puisse y avoir quelques éclaircies au niveau social. Mesdames et messieurs, vous voyez, j'ai été rapide et hâte d'écouter vos questions. On dit que les exposés c'est bien, mais les questions c'est mieux. Alors, je vous remercie de l'attention que vous m'avez prêtée et moi-même je me prête à vos questions pour autant que je sache y répondre adéquatement. Merci, Monsieur le Président. Je crois que vous avez en effet. Avec vous. Vendredi matin. Oui. Je te fais un rendez-vous. D'accord. Très bien.